Le livre que nous vous présentons aujourd'hui nous tient énormément à cœur. Il s'agit du dernier livre de Ziad Medhouk, écrivain et professeur de français à l'université Al-Aqsa à Gaza. Ziad Medhouk, que vous connaissez très certainement si vous suivez Télé-Palestine, vu que c'est la voix palestinienne qui nous informe depuis le début du génocide à Gaza sur ce qui se passe sur place. Mais si ce livre nous tient tant à cœur, c'est aussi et surtout parce qu'il constitue un témoignage exceptionnel de la réalité du premier génocide du XXIe siècle. C'est un livre dans lequel Ziad Medhouk partage avec nous ses chroniques et ses poèmes qui donnent à voir toute l'horreur des crimes commis par Israël, mais aussi la résistance et la résilience du peuple palestinien. Son livre Gaza, ma vie sous les bombes vient de paraître aux éditions Investigation et vous pouvez vous le procurer en vous rendant sur notre site www.investigation.net ou encore en cliquant directement sur le lien dans la description de cette vidéo. Nous avons pu réaliser une interview de Ziad Medhouk qui est toujours sur place dans la ville de Gaza. Alors vous vous en doutez, les conditions de l'interview ont été compliquées, mais malgré tout, il a pu répondre à nos questions concernant son livre. On l'écoute à l'instant. Moi, comme Palestinien francophone, comme professeur de français, mon devoir, c'est témoigner, c'est écrire, c'est raconter, c'est décrire la situation, surtout l'horreur absolue, donc vécue par la population civile de Gaza depuis longtemps, mais surtout depuis le 7 octobre, depuis 14 mois. Nous sommes fin décembre et donc on est entré dans le 15e mois de cette agression horrible avec des conséquences graves sur toute la population civile. Donc, premier élément, c'est témoigner, c'est décrire, c'est raconter. Donc, le quotidien difficile sous les bombes, en pleine agression, en déplacement forcé, famine, faillite du système de santé, et destruction massive. Donc, ça, j'essaie de décrire, voilà, le jour au jour, qu'est-ce qui se passe actuellement dans la bande de Gaza. Deuxième élément, j'essaie de montrer la résilience et la résistance de cette population civile qui a décidé de rester, de ne pas partir. Notamment les Palestiniens, donc du nord de la bande de Gaza, il y a 600 000 qui sont en train de subir les bombardements, la famine, la faillite du système de santé, la pénurie d'électricité, de carburant, de la nourriture, de médicaments, de l'eau potable. Mais ils sont toujours là, même à côté de ruines de leur maison. Et j'essaie un peu de montrer les événements graves, donc quand il y a l'invasion et la destruction de la ville de Rafah. J'ai parlé de Rafah, soit via un poème, soit via un récit. J'essaie de montrer un peu, troisième aspect, mon vécu à moi, ça veut dire ma vie quotidienne. Ma vie quotidienne ressemble à toutes les vies de tous les Palestiniens. Donc nous, on n'a pas une vie, il y a une survie. Donc, moi, entre octobre et novembre, j'étais chez moi. C'est vrai, j'ai subi les bombardements. Il y avait des bombardements. J'étais encerclé par des chars israéliens avec 60 personnes dans mon quartier. Mais j'essaie de montrer un peu donc comment j'ai vécu cette situation dramatique. Les 2 premiers mois, j'ai été très sollicité par les médias francophones. Et après la destruction donc de ma maison, de mon immeuble, de mon appartement le 2 décembre 2023 et l'assassinat de mon frère et sa famille, sa femme et ses 5 enfants, j'étais obligé à me déplacer d'un quartier dévasté à un autre détruit. Et donc, entre décembre et juillet, j'étais obligé à avoir 5 déplacements forcés dans 5 quartiers, 5 immeubles, 5 maisons différentes. Et depuis juillet, donc, je me suis installé au nord de la ville de Gaza, près de Jabalia, à 5 kilomètres, où maintenant il y a des opérations militaires israéliennes. Et donc, j'essaie de montrer donc le quotidien très difficile. Quatrième aspect très important, j'essaie de dire que à Gaza, c'est vrai, il y a la destruction, mais il y a une société civile bien organisée. Il y a des intellectuels, des médecins, des femmes, des enfants, des jeunes qui essayent de faire beaucoup d'activités pour maintenir donc l'espoir pour cette population civile. Cinquième aspect, j'essaie à travers la poésie, parce que la poésie touche le cœur et touche l'esprit, d'écrire des poèmes qui marquent le récit, mais surtout qui montrent un peu la vie quotidienne très difficile et surtout la résilience de la population civile.
Et finalement, j'essaie à travers les activités et les actions menées par moi, mes collègues pour les enfants, les jeunes de Gaza, parce que les jeunes de Gaza sont désespérés. On essaie de remonter le moral par des activités, par des actions, et surtout pour les enfants souvent traumatisés, on essaie de proposer des activités d'animation et de soutien psychologique pour eux. Et donc, j'ai mis le récit et le compte-rendu de ces actions. Donc, voilà les 5 éléments qui m'ont poussé à écrire ce livre, un livre témoignage, un livre qui a été publié dans l'urgence pour montrer, d'une part, le carnage, le génocide, les atrocités infligées à toute la population civile, mais surtout la résilience. Et un élément très important, c'est parler de l'espoir et l'avenir, parce que c'est important de garder espoir, parce que c'est pour cela, personnellement, j'ai décidé de rester, de ne pas partir, de rester dans ma ville, Gaza, pas aller au sud comme ils ont fait beaucoup de Palestiniens, et surtout de ne pas quitter la ville de Gaza pour, d'une part, ne pas participer à un nouvel acte, mais pour participer à, euh, à une résistance par l'éducation, par la non-violence. Et dans le cadre de mes convictions, de mes principes, j'ai décidé d'écrire les poèmes, les recueils de poésie et surtout de publier ce livre très un témoignage, un récit, un témoignage qui s'appelle Gaza, ma vie sur les bombes. Oui, on voit que l'écriture, pour toi, c'est vraiment un acte de résistance en tant que tel. Et c'est vrai qu'avec ce livre, bah, tu peux véritablement témoigner parce que, comme tu le disais, tu as été pas mal interviewé par des médias étrangers au début du génocide. Et en même temps, c'était toujours dans un laps de temps assez réduit. Je me souviens même que parfois tu étais interviewé en même temps qu'un représentant de l'armée génocidaire, ce qui est quand même passablement choquant. Là, ici, voilà, c'est vraiment un espace où tu peux vraiment donner à voir. Bah, il y a à la fois cet aspect absolument horrible du génocide que tu montres. Tu montres très bien que toute la population est visée, que ce n'est pas simplement les combattants du Hamas, mais c'est vraiment tous les Palestiniens. Bien sûr, parce que c'est l'objectif de de ce génocide, de ce carnage, c'est de cette agression horrible, il y a 3 objectifs. Et il n'a rien à voir ni avec les otages, ni avec les factions palestiniennes. Le premier objectif, c'est de faire partir les Palestiniens. Mais les Palestiniens de Gaza, ils ont décidé de rester, même rester à côté des ruines de leur maison. Deuxième aspect, c'est liquider la cause palestinienne. Or, la cause palestinienne, grâce à la solidarité, à la mobilisation, aux personnes de bonne volonté, les associations, les solidaires, il a pris une ampleur très importante. Et troisième aspect que le gouvernement d'Alexandre Watt il a échoué, c'est essayer un peu de faire un peu oublier la cause palestinienne dans les instances internationales. Or, pendant ces 14 mois, bien sûr, avec un prix très, très lourd, 45 000 morts palestiniens en majorité des civils, 107 000 blessés et destruction massive de 80% de la bande de Gaza. La Palestine, elle a accès à plusieurs instances internationales. La Cour pénale internationale a condamné les criminels. En plus, il y a la Cour internationale de justice qui a demandé la fin de l'occupation. Donc, je pense qu'il y avait une offensive diplomatique palestinienne qui a donné des résultats. Et tout cela grâce, d'une part, à la résilience et la résistance de la population civile, et surtout la mobilisation des étudiants dans le campus américain européen, les associations de solidarité, les solidaires, les simples citoyens européens qui ont fait beaucoup d'efforts pour, jusqu'à maintenant, il y a des vidéos et des photos envoyées par les personnes, les associations qui montrent que chaque semaine, en France, en Suisse, en Belgique, en Québec, je parle de l'échelle francophone comme palestinien francophone, et comme palestinien comme professeur de français. Donc, il y a des manifestations au quotidien partout dans ces pays et dans le monde entier pour exiger le cessez-le-feu, la fin de l'agression et surtout l'instauration d'une paix qui passera avant tout dans la justice. Oui, et tu es extrêmement suivi par le public francophone. Tu as aussi beaucoup de contacts au niveau de l'enseignement des universités. Et c'est vrai qu'en plus, euh, c'est particulièrement symbolique de voir tous ces étudiants qui ont pu se mobiliser pour les Palestiniens de Gaza
Parce que avant le génocide, si je ne me trompe pas, la population de Gaza comptait le plus grand nombre de diplômés. Et c'est ce que montre très bien ton livre aussi, c'est que pour les Palestiniens de Gaza, l'éducation, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et on voit, et tu y as pris part, toutes les activités qui ont pu être faites pour ces jeunes, pour maintenir malgré tout une éducation. C'est quelque chose qui tient vraiment au cœur de chaque Palestinien à Gaza. Bien sûr, parce que l'éducation est un enjeu. L'éducation, elle est devenue une forme de résistance en Palestine. Donc, et dans la bande de Gaza en particulier, on début de toutes les difficultés, le blocus, la pénurie de la fourniture scolaire, de manuels scolaires, donc la pression de l'extérieur. Mais donc, le taux de scolarisation en Palestine, selon les estimations de l'UNESCO, il n'a jamais baissé à 93-94% dans le territoire palestinien, en Cisjordanie occupée, à Jérusalem et dans la bande de Gaza. Et donc, j'aimerais bien vous donner un exemple concret sur l'importance de l'éducation. Entre octobre 2023 et octobre 2024, il y a une année scolaire, une année universitaire qui était perdue, malheureusement, parce que d'une part, il y a la destruction de 700 écoles entre destruction totale et partielle, mais surtout, il y a beaucoup d'écoles qui sont transformées en centres d'accueil parce qu'il y a beaucoup de destruction des immeubles, des maisons, voilà. Et donc, il n'y a pas d'école actuellement dans la bande de Gaza. Donc, à partir de octobre 2024, il y a les professeurs, les enseignants, tous sont bénévoles, la société civile, les intellectuels, les universitaires. On a décidé, après plusieurs réunions, de sauver une deuxième année, après la perte de la première année. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait trois tâches très difficiles, mais concrètes, qui ont abouti. D'abord, louer des centres éducatifs, même dans des maisons, même dans des immeubles détruits et touchés. Donc, on a réussi à attirer presque 80% des élèves qui ont perdu l'année. Bien sûr, il y a beaucoup d'élèves, il y a 16 000 élèves qui ont été morts. Il y avait le bac, c'est la première fois en Palestine qui n'a pas été passé donc, en 2004, depuis 48. Donc, il y avait beaucoup de dégâts, beaucoup de morts des élèves, des enseignants et des élites de la bande de Gaza. Donc voilà, on a loué des centres éducatifs. Après, il y avait des tentes éducatives, ça veut dire des tentes que les gens, soit ils ont acheté, soit ils ont récupéré pour ouvrir des lieux, donc des tentes éducatifs, même sans table, sans chaise et sans tableau, par terre. Les élèves, ils ont suivi leur cours. Après, on a utilisé surtout pour les jeunes le virtuel, même avec beaucoup de difficultés parce qu'on n'a pas d'électricité, on marche sur les panneaux solaires. Quand on n'a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité et surtout une mauvaise connexion Internet, mais pour attirer les jeunes. Et donc, on a réussi à sauver une deuxième année scolaire et universitaire. D'une part, on a attiré, et surtout avec la volonté des familles qui nous ont aidés parce qu'on a fait une campagne de sensibilisation. On est allé dans des conditions difficiles sur les bombes, plein d'agressions, visiter les familles et rendre visite à ces gens pour les convaincre. Et donc, il y a 80% des élèves de Gaza qui maintenant suivent leur scolarité. Ils passent 3 à 4 heures dans les centres éducatifs, dans les tentes éducatives, dans les maisons, dans les immeubles. Et donc, ça, c'est un signe positif. Après, pour les jeunes, pour les universitaires, avec nos collègues en Cisjordanie, on essaie un peu de les intégrer donc, parce que les universités, il y a 13 universités qui ont été détruites dans la bande de Gaza. Donc, avec l'université de Berzet à Ramallah, avec l'université de Najaf à Nablus, l'université de Hébron, on a réussi à avoir des cours spéciaux pour les étudiants de Gaza. Et donc, malgré les difficultés pour Internet. Donc, voilà. Et donc, nous, quand on a commencé à organiser d'activités d'animation de soutien psychologique, on a remarqué et ça c'est important à montrer, que les élèves, les enfants, ils sont devenus moins violents. Pourquoi? Parce qu'ils passent 4 heures par jour. Voilà. Auparavant, les enfants, entre octobre 2023 et 2024, les enfants étaient quoi? Soit en déplacement forcé, soit sous les bombes, soit ils étaient en train de faire des tâches très difficiles et c'est des tâches nouvelles pour nous et pour eux. Donc, les enfants, à l'âge de 7, 8 jusqu'à 11 ans, ils étaient obligés à faire comme nous. Ça veut dire le matin, chercher de l'eau potable, après chercher de feu pour le poids parce qu'il n'y a pas de gaz et les passages sont fermés depuis 14 mois. Après, chercher un lieu où il y a des panneaux solaires pour charger et recharger les portables, les lampes et les ordinateurs.
puis aller avec la famille pour chercher de la nourriture en vain parce que les aides humanitaires n'arrivent pas et les produits alimentaires sont introuvables, et soit jouer devant les maisons détruites. Et donc, les enfants étaient perdus et sans accompagnement, sans prise en charge. Mais quand il y avait l'ouverture de centres éducatifs, l'ouverture de la mise en place de centres éducatifs, moi, avec les jeunes, j'ai des jeunes francophones, soit étudiants de département, soit diplômés. J'ai une équipe bénévole qui réalise de temps en temps, selon la situation sécuritaire, des activités de soutien, soit dans les centres éducatifs, soit dans les tentes éducatives, soit dans les rues, devant les quartiers dévastés. On organise des activités d'animation et de soutien psychologique avec des jeunes bénévoles, avec des psychologues pour attirer les enfants. On a remarqué entre octobre et décembre, moins de violence chez les enfants. Donc, vous voyez un peu, donc ici, on est très heureux parce qu'il y a des résultats, il y a des fruits de nos activités. Donc, mes principes à moi qui m'ont poussé à écrire le livre et témoigner, mais surtout, mon livre, c'est un espoir pour la future génération parce que moi, je me base sur trois éléments. D'abord, il y a l'importance de l'éducation comme forme de résistance. Et vous voyez ici, on a sauvé l'année scolaire, donc on est universitaire, donc on est très heureux. Deuxième aspect, c'est l'importance de la non-violence comme forme de résistance, parce que en Palestine, nous sommes occupés et le droit international nous donne le droit à résister par tous les moyens. En Palestine, il y a plusieurs formes de résistance. Il y a la résistance armée, la résistance politique, la résistance par la non-violence, la résistance par l'attachement à la terre. Et toutes les formes de résistance sont légitimes parce que nous sommes occupés. Mais pour moi, avec mes collègues, on opte pour la résistance par la non-violence. Donc, elle a donné des résultats donc, concrets. Et ça, c'est important pour montrer l'importance de cette forme de résistance. Troisième aspect très important, c'est le rôle de la société civile. Et je pense que c'est un élément très important pour montrer parce que franchement, à Gaza, depuis octobre 2023, il n'y a ni gouvernement ni autorité. Les gens se débrouillent. C'est pour cela qu'il n'y a pas de contrôle de prix. Chacun débrouille seul. Donc, mais c'est la société civile qui a sauvé la population de Gaza. Donc, on a l'occupation, les bombardements, le déplacement forcé, la famine, mais il y a une société civile qui se compose des femmes, des hommes, des infirmiers, des médecins qui font un travail remarquable, c'est eux qui ont sauvé cette société parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Donc, c'est eux qui essaient un peu, par exemple, l'autre fois, quand les opérations militaires ils ont commencé, il y a dans notre quartier, il y a 500 déplacés de nord de la bande de Gaza, ils sont venus. Donc, nous, on s'est mobilisés pour trouver des magasins, pour ouvrir les magasins, pour se déplacer en attendant qu'est l'arrivée des tentes pour eux. Deuxième chose, on a collecté un peu de matelas, des couvertures parce qu'il faisait froid. Après, on a collecté de la nourriture pour eux. Donc, il y avait une solidarité sociale et familiale, mais c'est la société civile qui se mobilise maintenant pour chercher des médicaments, pour chercher quelquefois des produits alimentaires ou sanitaires dans des associations pour les distribuer aux plus démunis. Donc, voilà les trois éléments. Donc, le rôle de la société civile, l'importance de l'éducation comme forme de résistance et l'importance de la non-violence comme forme de résistance et de résilience à Gaza. Oui, on voit vraiment que toutes ces actions, notamment l'éducation, eh bien, ça permet de contrer ce projet de nettoyage de Gaza, parce que ce qui est aussi, ce qu'on tente aussi de faire, ce que l'armée israélienne tente de faire, c'est de détruire tout espoir de futur à Gaza pour les jeunes générations. Et vous venez vraiment contrebalancer ça avec les différentes actions qui sont entreprises pour les jeunes, avec des résultats comme tu le signalais, qui sont tangibles et visibles. Alors, tu parlais aussi de non-violence et je voudrais revenir sur un passage euh, très très fort. C'était juste après les crimes horribles que tu as subis avec la destruction de ton habitation et l'assassinat de ton frère et de sa famille. Et juste après, tu as eu cette phrase incroyable, c'est «Je n'ai pas de haine». Et cette phrase, c'est son message, c'est en quelque sorte ta victoire sur ceux que tu appelles les haineux, à juste titre. Oui, parce que j'ai un poème qui s'appelle Les Hainons, ils ont assassiné ma nièce Jude. Et donc, pour parler de mon frère, sa famille, donc,
symboliquement, j'ai choisi Joud parce qu'il était proche de moi. Donc, et surtout parce que nous, entre octobre et le mois d'octobre et novembre 2023, voilà, Goulom Shana, voilà. Donc, entre 2000 octobre et novembre, on a vécu une situation difficile, il y avait des bombardements, même notre maison, notre immeuble n'était pas détruit. Après, vers le 15 novembre, les chars ils sont arrivés dans notre quartier. Donc, on était obligé à quitter donc l'immeuble pour une semaine. Et après, tout le monde, ça veut dire moi, ma mère, mes frères, et on était allés dans notre quartier. Et les chars étaient dans notre quartier pendant, on était encerclés 3 jours. Après, on était obligé parce que les chars ils sont arrivés jusqu'à devant notre immeuble. Après, il y a eu une trêve. Donc, une semaine, 23 novembre, 30 novembre 2023, on est retournés tous. Et donc, pendant cette semaine, on était tous 75 personnes, les familles, les oncles, les tantes, les frères. Et donc, Jaude, ma nièce, elle était proche de moi, donc j'essaie de l'apporter des bonbons, des cadeaux quand j'arrive. Et pendant cette semaine, on a vécu ensemble. Le 1er décembre, il y a eu la reprise des bombardements. Et donc, on était obligés, parce que les chars, ils sont de nouveau revenir dans notre quartier. Et tout le monde a quitté. Et 2 heures à 19 heures, on a quitté. Et mon frère, il a dit, moi, je ne peux pas sortir, je vais vous joindre demain. Et donc, on a insisté qu'il vienne au moins d'envoyer sa femme et ses enfants, mais il a refusé. Il m'a dit, promis, demain, voilà. Malheureusement, le soir à 21 heures, donc le meuble était détruit. Et mon frère, et le matin, donc, on l'a trouvé avec toute la famille. Et donc, pour représenter cette situation, bien sûr, moi j'étais le lendemain à 6 heures du matin, donc les drones étaient autour de nous. Et donc, avec beaucoup de difficultés, on a sorti des cadavres. Et c'était risqué, mais donc, j'étais très ému, mais comme chaque fois quand il y a des bombardements, des attaques, c'est ça notre force. Donc, on ne peut pas céder. Dans des conditions comme ça très difficiles, on ne peut pas céder. C'est vrai, c'est choquant, c'est bouleversant. Donc, voilà, c'est humain. Donc, vous ne pouvez pas. Donc, moi, j'ai pas le choix. Donc, soit je pleure, soit j'explose, soit je garde l'espoir. Donc, j'essayais de garder espoir. C'est pour cela je dis que j'ai pas de haine et jusqu'à maintenant, c'est vrai, les pertes sont très, très, très lourdes au niveau humain, mais comme je viens de dire, j'ai pas de haine ou j'aurai jamais de haine, c'est moi. Donc, ça fait partie des mêmes principes. C'est comme tous les principes donc de Ziad Medouk et, et mes convictions, refuser de sortir, refuser de quitter, rester attaché à Gaza. Donc, voilà. Donc, pas de haine, c'est fait partie de mes principes, mes convictions. Ouais, c'est vraiment la victoire de l'humanité sur l'inhumanité, on pourrait dire. Euh, Voilà, c'est ça. C'est contre la barbarie, contre l'humanité. Voilà, c'est le principe. Hier, j'étais à Neuchâtel par visioconférence, par Zoom. Il y avait une lecture de mes poèmes, il y avait une soirée de solidarité et les gens me demandaient, voilà, pourquoi vous n'avez pas de haine. Donc voilà, c'est une victoire. Donc l'éducation, le fait, ils m'ont dit, Zia, tu as beaucoup maigri. Je lui ai dit, c'est normal. Mais le fait que je vous parle directement, ça, c'est une victoire. Le fait que je m'occupe toujours des enfants, des jeunes, ça, c'est une victoire. Le fait que j'ai pas de haine, ça, c'est une victoire. Donc, comme vous disiez maintenant qu'on dit, voilà c'est une victoire pour nos principes, pour l'humanité et tout. Donc, parce que j'aimerais bien aborder avec vous un point très important. Peut-être de l'extérieur, vous voyez que nous sommes démenoués, nous sommes horrifiés, nous sommes sur le choc. Ça c'est vrai, c'est la réalité, d'accord. Mais moi, personnellement, depuis le début de l'agression, euh, je sais que tout le monde, vous visionnez au quotidien des vidéos et des photos donc de l'horreur absolue. Mais moi, personnellement, bon, ça fait partie encore de mes principes, de mes convictions. Je ne peux pas publier ces photos. Les autres activistes, ils publient, ils sont libres. Mais moi, personnellement, je préfère les actions de résilience, voilà,
Comme par exemple, un élève récupère ses manuels scolaires de sa maison détruite, ça fait partie de la résilience du peuple palestinien. Un peintre qui récupère son tableau de son quartier dévasté, ou un musicien qui récupère donc sa guitare de son immeuble, ou son quartier dévasté. Vous voyez un peu, donc, et organiser des activités, sauver l'année scolaire, vous voyez, c'est ça qui fait peur à l'occupation. C'est pour cela l'occupation, euh, pourquoi elle a visé, donc il y a 230 personnalités de la société civile, des élites qui ont été assassinées, il y a plus de 500 donc, professeurs, enseignants, ils ont été assassinés, des sportifs, vous voyez un peu. Donc voilà, l'occupation, elle ne vise pas les combattants. 45 000, 80%, ils sont des civils. Donc l'objectif, c'est liquider la cause palestinienne, faire partir les Palestiniens. Or, le fait que les Palestiniens ils ont décidé de rester, de ne pas partir, ça, c'est une grande victoire de l'humanité sur la barbarie. Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais faire passer aux gens qui nous regardent? Écoutez, ces trois messages, toujours, j'essaie de le répéter. Le premier message, ce message de résilience, que les Palestiniens ils sont toujours là. C'est vrai, ils sont en train de survivre parce qu'il n'y a pas de vie. Ils sont en train de vivre l'horreur absolue, ils sont en train de subir, ils sont en train de supporter l'insupportable, mais ils sont toujours là. Donc, c'est un numéro un. Numéro deux, un message à tous les solidaires de bonne volonté partout dans le monde. Vraiment, vos actions, vos messages, ça nous réchauffe le cœur. En fait, nous, les Palestiniens, nous avons perdu tout. Nous avons perdu la maison, le proche, la terre. Il nous reste deux éléments. Notre attachement à la terre dans des conditions inhumaines et difficiles, et surtout la solidarité. Ce sont les deux, parce qu'on a perdu espoir avec cette communauté internationale officielle. La Ligue arabe, les Nations unies, le Conseil de sécurité, l'Union européenne, les États-Unis, qui malheureusement, ils ne sont pas ni condamnés, ni dénoncés l'occupation. Et ce sont des solidaires de bonne volonté. Donc, je remercie les solidaires de bonne volonté partout dans le monde, surtout dans le monde francophone qui organisent tous les jours des manifestations, des soirées de solidarité, des rassemblements pour exiger le cessez-le-feu et pour demander l'arrêt de cette agression horrible. Donc, bravo les solidaires. Le troisième message, c'est un message d'espoir. C'est avec l'espoir que les Palestiniens vivent aujourd'hui. Ce sont trois messages, message de résilience, message de reconnaissance de la solidarité internationale et message d'espoir pour l'avenir parce que moi, je suis convaincu, heureusement que je ne suis pas seul, il y a des collègues, il y a la société civile, que nous sommes convaincus que la seule solution, c'est la paix, mais la paix dans la justice et l'application du droit international. Vous pouvez vous procurer le livre de Ziad Medhouk, Gaza, ma vie sous les bombes, en vous rendant sur notre site web www.investigation.net ou en cliquant directement sur le lien dans la description de cette vidéo. Pour le reste, on compte sur vous pour partager en masse l'interview de Ziad Medhouk, car il est essentiel que son livre soit lu par un maximum de gens pour qu'enfin le grand public commence à ouvrir les yeux sur la réalité du génocide à Gaza et agisse pour y mettre fin.